Ce n'est jamais très agréable d'être en exil. C'est une forme de privation de liberté dans la mesure où on n'est pas libre de rentrer chez soi, mais ça ne m'empêche pas de suivre avec une grande attention l'actualité en Guinée. Et je crois que l'exil est difficile pour tout le monde, c'est vrai. Je peux m'estimer heureux par rapport à quelqu'un qui se retrouverait tout seul, sans famille, à l'étranger, contraint et forcé. Donc, moi, j'ai au moins l'avantage d'avoir ma famille ici. Ça atténue un peu les souffrances de l'exil. Dites-nous, pourquoi vous êtes en exil? Qu'est-ce qu'on vous reproche pour que vous soyez un peu en exil, en quelque sorte? Écoutez, aujourd'hui, vivre en Guinée pour un acteur politique qui ne partage pas les avis du CNRD est devenu un vrai risque. Un risque pour l'exercice de liberté, un risque même parfois pour sa vie, tout simplement. N'oubliez pas que depuis l'avènement du CNRD, en dépit du discours de rupture qui avait été tenu par Mamadi Doumbouya à son événement, on a vu un régime se durcir, notamment vis-à-vis des acteurs sociopolitiques et de toute voix qui ne seraient pas alignés au CNRD. Donc, je ne suis pas le seul acteur politique dans cette situation-là. Et la violence d'État est telle vis-à-vis des acteurs sociopolitiques que beaucoup ont été emprisonnés et pas mal ont été également contraints à l'exil. C'est malheureusement la situation dans laquelle se trouve notre pays. En résumé, à quand votre pays, si on peut poser une telle question, à quand vous envisagez de reprendre le pays? Dès que la situation s'y prêtera, je crois que je ne suis pas le seul à être impatient de retourner au pays. Dès que les conditions de sécurité seront créées, donc tous les acteurs politiques qui sont aujourd'hui contraints de vivre à l'extérieur retourneront au pays pour reprendre les activités. Comment vous voyez la Guinée à distance, puisque vous observez quand même la situation du pays? Comment vous voyez la Guinée à distance? Bon, c'est un pays qui est en danger. C'est un pays qui est entre les mains d'une junte militaire qui est d'abord jeune, qui n'a absolument aucune expérience, aucune formation, et qui malheureusement est d'une extrême violence. Et nous sommes en train malheureusement d'assister à la naissance d'une dictature militaire. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la réalité. Et sur tous les plans, nous sommes en difficulté. Sur le plan social, vous voyez qu'il y a des foyers de tension qui se multiplient dans le pays. Vous voyez que les tensions intercommunautaires n'ont pas été apaisées, bien au contraire. Économiquement, vous avez tous suivi depuis une vingtaine de jours la série de scandales financiers, de détournements de deniers publics qui sont dénoncés et qui éclatent de grand jour. Et sur le plan politique, nous avons un blocage complet du processus électoral, j'allais dire. Rien n'a été fait. Le chronogramme qui a été quand même vraiment fait pour plaire au CNRD, j'allais dire ça ici, n'arrive pas à être déroulé. Donc vous avez une situation de blocage complet dans un contexte sous-régional extrêmement difficile. Si on prend le résumé de ce que le Premier ministre Bernard Boumou avait dit à la télévision TV5, il avait dit qu'il n'y a aucun politicien qui est inquiété par la junte. Il avait même
dit que, en grosso modo, vous pouvez rentrer quand vous voulez et comme vous voulez et l'heure à laquelle vous le souhaitez. Est-ce que cela n'est pas une garantie pour que vous puissiez retourner dans votre pays? Écoutez, le CNRD et le gouvernement ne sont pas du tout crédibles. Ce que dit le Premier ministre n'engage que lui, mais tous les observateurs sont conscients que ça ne va pas. Depuis que le CNRD est là, beaucoup d'hommes politiques se sont retrouvés en prison, d'autres ont été mis sous contrôle judiciaire. C'était une manière de les empêcher de parler. Et d'autres enfin se sont retrouvés à l'étranger. Les acteurs sociaux, les Fonike Manga et consorts ont fait la prison. Un responsable de l'UFR chez UPR a failli perdre sa vie parce qu'il avait été emprisonné dans des conditions difficiles. Donc le PM il dit ce qu'il veut, mais ça ne correspond pas à la réalité malheureusement. Et si il s'engage, le CNRD, le gouvernement s'engage aujourd'hui réellement dans la bonne direction, je crois que ce ne serait pas des mots comme ça ou des phrases du PM, ça serait dans les faits qu'on verrait vraiment ce changement s'opérer. Malheureusement, on en est loin. C'est quoi ce changement dont vous souhaitez y avoir? Ce changement, c'est d'abord de créer un cadre de discussion, de permettre aux différents acteurs politiques d'exercer librement leur métier, leurs activités. C'est de permettre aux Guinéens d'être libres et que cette liberté-là soit garantie, soit effective, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et quand ces garanties seraient données et qu'on aura constaté réellement qu'on est en train d'aller dans cette direction, parce qu'on voit des acteurs politiques agir, on fait des manifestations qui sont autorisées sans que l'armée ne tire sur les manifestants, sans qu'il y ait d'emprisonnement, les AG qui se tiennent librement, etc., sans conséquence, avec aussi un cadre de dialogue ouvert aux différents acteurs politiques, notamment les plus importants, qui sont les premiers concernés par le dialogue politique qui aura pour objet de discuter du cadre institutionnel et juridique des élections. Si on n'a pas ces éléments-là, il est difficile de dire qu'on est en train d'opérer un changement positif. Alors, le CNRD quand même a célébré ses 10 ans il y a juste quelques jours, le 5 septembre 2023. Si on vous demande aujourd'hui de résumer sa gestion de ces 2 ans, comment vous le faites? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un échec malheureusement. C'est combien alors? Combien de notes? C'est 10 vous montrez le CNRD? Je ne sais pas, mais la note serait très très mauvaise parce que les engagements n'ont pas été pris et comme je l'ai dit tout à l'heure, les tensions sont là dans la société, les tensions sont là dans les 4 coins de la Guinée, il y a des foyers de tension. On voit que le service public est en train de disparaître tout simplement, économiquement ça ne va pas, les entreprises sont asphyxiées, les activités sont en baisse et malheureusement le dialogue politique n'existe pas et les libertés aussi sont très malmenées. Donc on peut continuer ainsi la liste pendant de longues minutes. C'est juste pour vous dire que rien ne va et que le CNRD, après avoir suscité de réels espoirs à son événement, aujourd'hui est une grande déception pour tout le monde. Le président de la transition a fait un discours au siège des Nations Unies dans le 78e Assemblée générale. En quelque sorte, quelle analyse tirez-vous de ce discours? C'est un discours malheureux. C'est un discours malheureux qui ternit l'image de la Guinée. On ne peut pas aller aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, pour s'attaquer à la démocratie.
c'est faire preuve d'une ignorance très grave, parce que les Nations Unies ont pour mission essentielle la préservation de la paix et de la sécurité. La démocratie, c'est un facteur qui favorise la paix. Et on ne peut pas dire, comme il l'a dit dans son discours, qu'il fonde beaucoup d'espoir que l'ONU règle les problèmes auxquels le monde est confronté et qu'il refuse d'accepter le principe cardinal de la démocratie qui permet justement à l'ONU de réussir ses missions. Ça, c'est le premier problème que ça pose. Le deuxième problème que ça pose, c'est qu'il fait une corrélation qui est extrêmement grave et qui traduit là encore son ignorance des concepts, des réalités, et même, je dirais, qui traduit une forme de malhonnêteté de sa part lorsqu'il dit que la démocratie est un peu le problème en Afrique et que c'est à cause d'elle que les élites sont devenues corrompues. C'est absolument faux. Si on prend son cas à lui avec son CNRD, eh bien, depuis qu'ils sont là, la démocratie a disparu progressivement. Mais ce n'est pas pour autant que la corruption aussi a disparu. Bien au contraire. Au fur et à mesure qu'on avait moins de démocratie, il y avait de plus en plus de corruption. Donc lui-même apporte la démonstration que la démocratie n'est pas la cause des malversations ou des détournements ou de la corruption au niveau des élites de l'Afrique. La démocratie, qu'on le veuille ou non, c'est le système qu'on a qui repose fondamentalement sur deux choses. Vous avez la représentation, c'est-à-dire c'est la possibilité offerte aux populations de désigner leurs responsables par un système de représentation que chaque pays est libre de définir. Mais c'est un des grands principes de la démocratie. L'autre grand principe, c'est le principe de redevabilité. Vous êtes mandaté par des gens, par vos populations, et en retour, vous leur devez des comptes. Eh bien, on peut adapter le système à nos réalités autant qu'on veut, mais nous devons préserver ces deux grands principes. Et malheureusement, il s'attaque à la démocratie sans dire quel système on doit adopter à la place de la démocratie. Ça, il ne l'a pas dit. Et puis, enfin, ce qui est extrêmement grave dans son cas, quand il s'attaque à la démocratie, mais lui, il est venu par les armes. Est-ce qu'il est en train de passer un message comme quoi la voix de la population ne compte plus, les élections ne comptent plus? Donc, si vous voulez le pouvoir, il faut prendre les armes. Est-ce que c'est le message qu'il veut faire passer? Et puis, en fin de compte, dans son discours, lorsqu'il dit qu'il y a plus de putschistes civils qui modifient les constitutions, mais on ne dit jamais rien, etc. Bon. Là aussi, j'aimerais prendre son cas, ou notre cas en Guinée. Si Alpha Condé a modifié la constitution, c'est parce qu'il s'adossait sur une frange de l'armée qui réprimait les manifestants. Et qu'est-ce qui réprimait les manifestants? Eh ben, c'était, voilà, suivez mon regard. Donc, il est extrêmement mal placé pour donner des leçons, même par rapport aux chefs qui ont modifié la Constitution, puisque lui, il fait partie de ceux qui avaient aidé Alpha à réussir la modification constitutionnelle, donc à réussir son troisième mandat. Et il est donc doublement putschiste, complice d'un putsch constitutionnel, complice actif et putschiste militaire. Donc vraiment, c'est extrêmement grave. Et pour continuer à parler de ce discours, on sent un ton souverainiste qui
est utilisé à des fins bien précises. C'est pour simplement préserver son pouvoir, qu'il devient subitement souverainiste un peu à la manière des Africains russes, pour utiliser un néologisme que j'aime bien, c'est-à-dire les nouveaux panafricains qui sont en train de nous dire que le bonheur des pays africains se trouve en Russie, chose que je ne partage pas. Donc Doumbouya, semble-t-il, rallie ce camp, ce qui est extrêmement curieux. Et puis le discours, pour terminer, n'offre pas de perspective. Les Guinéens sont entrés en transition le 5 septembre 2021. Dans l'esprit de tout le monde, la transition, comme son nom l'indique, a vocation à prendre fin, à ne pas durer éternellement. Or, ce que Doumbouya nous propose, c'est d'enterrer la démocratie et qui s'assied là ad vitam aeternam. Ça, c'est un gros problème. Mais ça, c'est surtout, je reviens sur la question de la manipulation de la démocratie africaine. Est-ce qu'il n'y a pas une velléité de continuer à s'éterniser au pouvoir? Parce qu'il a réitéré durant les 2 ans qu'il a déclaré lorsqu'il venait à la télévision. Il disait à tout moment qu'il ne fera pas au-delà de 24 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une velléité, à partir du moment où il parle des poutistes, ceux qui sont les vrais poutistes, c'est ceux qui manipulent les constitutions africaines? Il n'y a pas une velléité, selon vous? Non, ce n'est plus velléité, c'est une volonté affirmée. La velléité, c'était avant. Maintenant, il a déclaré aux Nations Unies que la démocratie ne correspond pas à notre identité, c'est une mauvaise chose, ça a entraîné des conséquences néfastes pour les pays africains, donc il faut mettre ça de côté. Mais il ne dit pas ce qu'on doit adopter comme système. Donc ça veut dire qu'il prône le statu quo. Le statu quo, c'est que lui, il a pris les armes, il s'est emparé du palais, du pouvoir. Si on veut le dégager, il faudrait prendre les armes. C'est ce qu'il est en train de nous dire, sans le dire ouvertement. Puisque il faut bien que la voix des Guinéens compte. Il faut qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Parce donc que vous dites la sincérité de rester 24 mois. Vous dites la sincérité de ça. Mais il a dit clairement. Vous avez écouté le discours. C'est pas moi qui doute. Parce que ce qu'il a dit, est-ce que vous, en quelque sorte, vous doutez de ce qu'il dit qu'il ne dépassera pas les 24 mois, malgré que il a maintenu. Écoutez, le doute n'a plus de raison d'être. Doumbouya a levé tous les doutes possibles et imaginables. Et il l'a fait aux Nations Unies. Il dit la démocratie, c'est pas bien. Il a dit que lui, les élections, c'est le cadet de ses soucis. Il n'a pas dit ça en ces termes, mais dans la priorisation, dans la hiérarchisation des priorités, vous avez suivi comme moi, il met la politique, donc les élections, en 3e position, 3e et dernière position. Mais surtout, il dit que la démocratie, c'est pas bien. Donc, s'il pense vraiment que la démocratie n'est pas bien, que c'est la cause de tous nos malheurs, pourquoi voulez-vous qu'il organise des élections? Il ne le fera pas. Donc, ce n'est pas moi qui doute. Plus personne ne doit douter. Il a dit clairement sa volonté de confisquer le pouvoir. Ils ont annoncé 600 millions de dollars pour l'organisation de ces élections, les mêmes élections. Mais le Premier ministre a annoncé qu'il n'y a juste pour le moment, jusqu'à présent, à moins de 13 mois, ils ont pu mobiliser que 40 millions sur les 600 millions de dollars qu'ils ont envisagé pour l'élection. Un côté aussi négligeable, selon vous? Vous savez, il faudrait actualiser votre logiciel. Après le discours de Doumbouya, tous ces détails deviennent secondaires, voire même inutiles, dans la mesure où tout ça, quand on parle d'élection, on fait allusion à la démocratie. Or, lui, il est anti-démocratie. Donc, c'est un dictateur dans l'art, en réalité. Ce qu'il a dit est extrêmement grave aux Nations Unies. Donc, il faut que, au-delà même des Guinéens, que l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux en tirent toutes les conséquences. Doumbouya a décidé de confisquer le pouvoir et il a décidé
de combattre la démocratie, mais sans pour autant nous dire par quoi il va la remplacer, cette démocratie. Si on n'a pas d'élection, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, c'est le statu quo. C'est là où il y a un véritable problème. Et on va aller sur l'autre pan, c'est le cadre du dialogue, malgré que vous n'avez pas participé, les acteurs civils n'ont pas participé à ces cadres du dialogue, mais ceux qui ont participé avec les facilitatrices ont annoncé, ont souhaité, on est bien joué, que la limitation des candidatures soit à l'âge de 70 ans, la barre limite de 70 ans. Et si nous tenons compte à cette proposition, votre leader Sidya Touré a dépassé l'âge de 70 ans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si cela est maintenu, vous avez envisagé un successeur? La question ne se pose pas. La démocratie, même si Doumbouya est contre, et on voit pourquoi il a ce genre d'approche, la démocratie veut que ce soit les électeurs qui expriment leur volonté, qui choisissent leurs dirigeants. Et l'UFR est un parti où la démocratie est vivante. Donc nous sommes derrière notre candidat, notre leader, Sidya Touré, et on a opté pour ça de manière volontaire. Et le jour où l'UFR décidera que Sidya Touré n'est plus le bon candidat, n'incarne pas les meilleures chances, les militants aviseront. Mais pour l'heure, ils bénéficient de la confiance totale et sans réserve des militants de l'UFR. Donc, par rapport à la limitation d'âge au niveau de la Constitution pour écarter certains candidats, ce n'est pas normal. La démocratie ne recommande pas ce genre de pratique. Une fois de plus, il faut laisser les Guinéens compétir et il faut laisser les Guinéens choisir leur chef. Ce n'est pas à Doumbouya qui est contre la démocratie et qui ne comprend rien à la démocratie. Ce n'est pas à lui de faire la sélection des candidats. Ce n'est pas à lui, il n'est pas le peuple. Il n'est rien du tout qu'un putschiste. C'est tout. Vous imaginez, vous voyez une élection en Guinée sans la présence de Dalin ni votre leader Sidya Touré? Est-ce que vous imaginez une élection sans la présence? Ce sont les deux principaux leaders actuellement en Guinée. À eux deux, ils doivent cumuler 70 à 80% des Guinéens. Donc effectivement, si nous devons nous en tenir à ce qu'exige la démocratie, il va de soi qu'aucune élection ne peut être envisagée sans la participation de ces deux. Ça me paraît évident, à moins qu'ils renoncent d'eux-mêmes. Bon, mais les écarter des chefs me paraît un peu compliqué. On ne peut pas les écarter d'autorité. Alors, une élection, malgré que vous en doutez, au cas où Dalin et Sidya soient écartés, lequel vous estimez peut être un bon dirigeant de ce pays? Lequel? Non, mais cette question... Non, à part Dalin et Sidya Touré, dont je voulais dire, est-ce que vous imaginez un autre politicien tenir le pays? À part Sidya et Dalin. Ouais. Lequel? Mais on est loin de tout ça. Et on ne va pas se lancer dans la politique fiction. Pour l'heure, on est face à une junte militaire qui ne veut pas céder le pouvoir. Et Doumbouya l'a affirmé de la manière la plus nette dans son discours qu'il a tenu devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on est loin des questions d'élection et consorts. Il ne faut pas perdre de vue ce qu'il a dit. Et il ne faut pas perdre de vue les réalités depuis 2 ans. La manière dont les choses évoluent nous indiquait déjà suffisamment que Doumbouya n'avait pas envie d'organiser les élections. Mais moi, personnellement, et je ne suis pas le seul, tous ceux qui ont écouté ce discours sont définitivement convaincus qu'il n'organisera pas de lui-même les élections. Donc, je répète, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Le 10 octobre, c'est dans quelques jours, la Guinée célèbre ses 65 ans, le 10 octobre. Qu'est-ce que signifie cette date pour vous? Écoutez, c'est comme le nom l'indique, c'est l'indépendance. C'est là où on a accédé à la souveraineté nationale, où
la Guinée, les Guinéens ont pu choisir eux-mêmes leur destin, disons en tout cas décider des choix majeurs pour leur avenir. Mais malheureusement, 65 ans plus tard, force est de constater que le bilan des années de l'indépendance est extrêmement négatif. Et je crois qu'il est temps pour qu'il y ait un sursaut national. Et il faudrait que les Guinéens comprennent que la Guinée peut être autrement. Il y a des gens bien en Guinée, il y a des cadres capables de gérer correctement ce pays, capables de faire en sorte que les Guinéens vivent mieux. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de pays africains, notre principal problème, notre problème essentiel, c'est un problème de leadership. Il est temps que les Guinéens en soient conscients pour que, à l'avenir, que ce soit dans l'armée, en politique, aussi dans la société civile, bref, que les élites soient constituées par des gens de qualité. Et que surtout, celui qui aura la charge de diriger le pays soit quelqu'un qui soit à la hauteur à tout point de vue, côté compétence, mais également côté moralité. C'est très important. Je voulais terminer, mais une question m'est venue à tête. Il est rentré aujourd'hui au pays. Il a été accueilli chaleureusement de l'aéroport au Palais Mohamed V. Si on se rappelle, en 2019, 2020, quand Alpha revenait des États-Unis, c'était le même cas. Lorsque le FND s'est organisé des rencontres, des manifestations, il a organisé à son retour pour que les gens puissent l'accueillir. Et finalement, certains disent que c'est cette mobilisation qui lui a poussé à s'éterniser, à continuer à faire un troisième mandat parce qu'il avait vu un mouvement, un engouement. Aujourd'hui, peut-être ça pourrait être un même scénario pour le colonel. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette mobilisation d'aujourd'hui? Parce qu'on a vu énormément des gens qui se sont mobilisés pour l'accueil. Ça, c'est le peuple des régimes populistes qui n'ont rien à proposer, qui veulent tromper l'opinion. C'est ce qu'ils font généralement. Ils mobilisent l'administration, ils mobilisent tout ce qu'ils peuvent mobiliser à coup d'argent, parfois même par contrainte, pour donner l'impression qu'ils bénéficient d'un soutien populaire. Or, vous savez, moi je sais, les Guinéens savent qu'aujourd'hui, tout le monde en a assez du CNRD. On aspire totalement à autre chose. Et le populisme, là, on en a assez. On veut un régime responsable qui prenne en compte véritablement les préoccupations et les aspirations des Guinéens. Non pas un régime qui va continuer à faire du folklore, un régime populiste qui va laisser de côté ou laisser derrière lui les préoccupations de nos compatriotes. C'est la dernière question. Si on vous donne une opportunité de rencontrer le président de la transition face à face, qu'allez-vous dire? Qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que c'est même pas trop tard? Non, pas trop tard. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne sais pas. Quand il a tenu un discours, on est trop... du point de vue de la conception des choses, on est trop éloigné l'un de l'autre. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous dire. C'est déjà trop tard. Si vous m'avez posé cette question le lendemain de sa prise de pouvoir, j'aurais pu vous répondre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quoi lui dire. D'accord. La fin, c'était juste une parenthèse. On se disait que Sidi Touré est devenu en quelque sorte responsable en Côte d'Ivoire. Il a été nommé entre guillemets, on ne sait pas si c'est une information officielle ou pas. Dites-nous quelque chose. Selon les indiscrétions, il a réussi un poste en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas été nommé du tout. Sidi Touré est le président du FR. C'est notre candidat pour la prochaine élection présidentielle. Il a des ambitions nationales encore en Guinée, des ambitions pour la Guinée. Donc il s'occupe de son parti et de l'avenir. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'a bénéficié d'aucun décret. C'est pas vrai.